Alors, on vous a présenté en début d'émission Raymond Bosier, vous avez juste changé de place et vous êtes toujours représentant de l'association Respire. Oui, l'association Respire qui, depuis 2009, interpelle la population et les acteurs locaux pour sauvegarder le cadre de vie des Rochelais. Sur des sujets différents comme la pollution de l'air, un sujet très important pour cette association, mais aussi sur le sujet des dépôts d'hydrocarbures de la Palisse. C'est le sujet qu'on va mettre en lumière aujourd'hui avec Raymond Bosier. Donc ce dépôt d'hydrocarbures de la Palisse, on a deux entreprises principalement, SDLP et Picoty, qui à L2 représentent 30% du port de commerce de La Rochelle. L'entreprise Picoty s'est étendue au fil des années, une extension en 1973, 7 cuves de plus, en 1989, 7 cuves de plus, et en 2016, l'année dernière, 4 nouvelles cuves. Alors évidemment, juste à côté des habitations, il y a des enjeux très importants pour les habitants. L'enjeu il est le suivant, le site est classé Céveso en risque haut. Ça signifie qu'un accident sur ce site est considéré comme un accident à cinétique rapide. En fait, le résultat serait très simple. En cas d'accident, on est absolument hors de toute capacité de mettre les habitants à l'abri, il serait déjà trop tard. Tout en sachant que plusieurs cuves de l'entreprise de Picoty se situent à moins de 30 mètres des habitations, à 25 mètres des habitations. Alors, la nappe phréatique, qui se situe juste en dessous de La Rochelle, on le sait aujourd'hui, est polluée, et les riverains subissent épisodiquement des odeurs d'hydrocarbures extrêmement fortes. On voit que tous ces enjeux amènent à la question suivante, qui est celle de la protection des habitants par les décideurs publics. Principalement, depuis les 15 dernières années, la grosse différence s'est faite après la catastrophe d'AZF en 2001. Ça a amené le législateur en 2003, avec la loi Roselyne Bachelot, à promouvoir la création de PPRT, des plans de prévention des risques technologiques. Il y en a un pour la Palisse, qui a été spécifiquement pour cette entreprise, ces deux entreprises de dépôt d'hydrocarbures. Et on reçoit aujourd'hui Raymond Bosier, qui, au cours de l'élaboration de ce PPRT pour La Rochelle, avait demandé le retrait des cuves les plus proches des habitations. Il n'a pas obtenu raison, et je vais lui demander aujourd'hui comment l'élaboration s'est faite de ce PPRT, et pourquoi est-ce que vous n'avez pas été exaucé dans votre souhait du retrait des cuves. Est-ce que le déplacement de ces cuves était impossible? Tout est possible. En matière industrielle, il suffit d'avoir la volonté et les moyens financiers. La loi Bachelot de juillet 2003 présente un inconvénient majeur, c'est que il faut que les travaux qu'on peut exiger d'industriel, si c'est Céveso seuil haut, il faut qu'ils soient économiquement acceptables pour l'industriel. Donc, partant de là, beaucoup d'industriels, évidemment, ont conclu que le coût du déplacement pour nous en tout cas, le coût de déplacement des cuves, qui représenterait, d'après l'après-Picoty de ces 7 cuves qu'on a voulu voir déménager, représenterait 27 millions d'euros. Or, comparé au coût du déplacement de la suppression des maisons en délaissement et des autres maisons qui vont devoir faire des travaux, ça représente 3 millions. Donc évidemment, l'industriel a dit c'est bien trop cher, et l'État a dit, oui, effectivement, aux yeux de la loi, on ne peut pas imposer à l'industriel de déplacer ses cuves. Si ça avait été l'inverse, si effectivement le coût du déplacement des cuves avait été 3 millions d'euros, et le coût de l'immobilier, du déplacement de l'immobilier était de 27 millions d'euros, là l'État pouvait imposer. Donc cette loi Bachelot, en fait, par rapport à SDF, elle a été complètement édulcorée. Historiquement, quand elle a été mise en place, il y a eu le choc d'AZF, quand même, 31 morts, 2000 blessés. Aujourd'hui, on dit même 9000 personnes qui ont été handicapées. Et un coût de 2 milliards d'euros. Plus de 2 milliards que Total a payé immédiatement, sans compter après les autres dégâts collatéraux, etc. Donc, cette loi qui était supposée éviter le renouvellement de situations comme AZF, eh bien, elle a été tout simplement par les lobbies industriels qui ont agi comme d'habitude en direction des députés et des élus et qui ont complètement édulcoré cette loi en mettant cette clause d'économiquement acceptable. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, on ne peut plus faire grand-chose. Et c'est ce qui se passe à la Palisse. Le tribunal administratif, la préfecture, l'État, l'industriel disent, voilà, c'est la loi, rien que la loi. Donc, difficile de déplacer ces cuves.
C'est la loi, et c'est pas seulement la loi juridique, c'est aussi la loi de l'économie. Cet argument qu'on vous a mis en avant à chaque fois que vous avez contesté pour le déplacement des cubes, on vous a dit 27 millions contre 3 millions. Et c'est une logique qu'on peut comprendre. Comment est-ce que vous vous dites, malgré cette différence, on soutient toujours qu'il est nécessaire de déplacer ces cuves? En fait, on a été, nous les habitants, les plus proches, et puis aussi au-delà du périmètre du plan de prévention des risques technologiques, on était très mou dans notre revendication. Parce qu'en fait, la logique, ce serait de demander que tous ces dépôts se dégagent le terrain. Parce que c'est le seul dépôt en France, classé Seveso seuil haut, qui est aussi proche des maisons, à certains endroits, 25 mètres des maisons. C'est unique en France. C'est unique en France. Donc, on a demandé, on a modestement, sachant que ce serait très difficile d'obtenir le déplacement de 400 000 m3 d'essence, on a demandé très modestement que les cubes les plus proches des maisons soient déplacés. Vous avez reçu un soutien sur ces demandes de déplacement des cubes. Ségolène Royal, en 2013, lorsqu'elle est présidente de région, va même plus loin que vous, en demandant à ce que tout le site soit développé sur un autre endroit. Jean-François Fontaine, en 2014, avant les élections municipales, avait conditionné le développement du port de commerce au retrait des cuves. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Cette histoire-là que nous avons vécue et que nous continuons à vivre, nous les habitants de la Palisse et de La Rochelle, plus largement, c'est une vraie leçon de choses politiques. Il est absolument édifiant de voir que Ségolène Royal, lorsqu'il s'est agi de voter le plan de prévention des risques technologiques au Conseil régional, a repris les arguments de Respire pour dire, reprenons les arguments de Respire, nous refusons ce plan de prévention des risques technologiques. Donc pour nous, lorsqu'elle est devenue ministre de l'écologie, et en charge notamment de ces questions de sécurité des sites Seveso, pour nous il était clair que ça allait enfin bouger. En fait, une fois devenue ministre, elle a pris un contre-pied complet de sa position au niveau du Conseil régional. C'est édifiant. C'est-à-dire que pourquoi ce qu'elle refusait au plan régional, pourquoi est-ce acceptable au plan national? Là, il faut se poser de sérieuses questions. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'actuel maire de La Rochelle, effectivement, il appartenait à l'ancienne équipe Bonneau, donc il a soutenu tous les industriels avec Maxime Bonneau, l'ancien maire, qui était un appui très fort de l'industrie, et particulièrement des sites pétroliers, et particulièrement de Picoty. Et lui, au moment des élections, il a fini par admettre qu'effectivement il y avait un problème et qu'il fallait déplacer les cubes les plus proches. Il a fait cette promesse. Maxime Bonneau? Non, Fontaine. Il a fait cette promesse que n'avait pas fait Bonneau. Hein. Et en définitive, cette promesse, lorsqu'il s'est agi de voter, parce que là aussi on a découvert au fil du temps, parce que les informations pour nous ont été très difficiles à obtenir, chaque fois on nous a caché les informations, il a fallu qu'on les trouve par nous-mêmes. On s'est aperçu que l'essentiel des cubes de SDLP et Picoty était sur le domaine public maritime, c'est un domaine inaliénable et qui fait l'objet de conventions renouvelables. Et il se trouve que tant SDLP que Picoty, qui sont sur le domaine public maritime, voyaient leur convention renouvelée avec le grand port de commerce de la Palisse. Donc, le port qui dépend en lui-même de l'activité de ces entreprises. Qui en fait un élément essentiel de son trafic, hein, de cette obsession qu'ils ont du tonnage. Et pour eux, ils veulent maintenant 12 millions de tonnes. Ils étaient à 8 millions de tonnes il y a quelques temps, ils sont à 9 millions, ils passent à 10 millions, ils veulent atteindre les 10 millions. Il est évidemment hors de question de limiter le stockage. Et au contraire, ils augmentent encore, puisqu'il y a des nouveaux dépôts qui sont créés. Il y a 4 cubes. Donc, lorsque Fontaine a siégé au Conseil de développement du Grand Port, on s'attendait à ce qu'il travaille pour obtenir effectivement le recul de ces cuves. Il n'en a rien été. Il n'en a rien été, c'est-à-dire qu'il a fait aucun effort. Il a obtenu plutôt, enfin c'est pas lui, hein, on nous a octroyé le déplacement des essences, qui étaient les plus proches des maisons, dans les nouvelles cuves, qui sont les 4 nouvelles cuves. Mais ceci dit, dans 7 ans, ils ont donc déplacé les essences qui étaient au plus près des maisons, c'est le plus explosif, et à la place, ils ont mis du fioul. Donc de toute façon, rien ne change. Rien ne change. Une mesurette. Donc là, encore une fois, la parole du politique est un mensonge. En même temps,
je serais tenté de vous dire qu'il est difficile de ranger tous les politiques dans le camp de ces industriels. Vous avez obtenu quelques gages de la part des politiques, dans une certaine constance, sur le fait que, sur l'engagement, qu'il n'y aura plus de sites Céveso à haut risque à La Rochelle. Que ces sites qui ont, au fil des années et des décennies, ont pu se construire et s'étendre juste à côté des habitations, il n'y aura plus d'autorisation de nouveaux sites Céveso à haut risque aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est une promesse qui a de la valeur? C'est une promesse de Maxime Bonan en 2013, de Jean-François Fontaine, d'Olivier Falorni, notre député. Est-ce que cette promesse a de la valeur pour vous? Non. Non. J'emploierais presque un terme insultant. C'est la langue de pute des politiques. C'est-à-dire que, le mot est fort, hein, c'est pas une insulte, c'est un constat, c'est-à-dire que la parole n'est pas fiable. Quand Maxime Bonneau s'engage à ce qu'il n'y ait plus de site Céveso seuil haut, peu de temps après, Envirocat, le site SISP devient classé site Céveso seuil haut. On n'est pas garanti demain qu'on mette d'autres sites de Céveso. Il y a 5 sites extrêmement dangereux sur notre secteur très limité ici, où l'urbanisme et le port se sont complètement imbriqués. Il y a Solvay, à côté des habitations. Juste au plus près des maisons. Et ça, c'est un problème historique qu'il faut résoudre. Oui, je vais quand même. Je vous interromps parce que ce problème historique des habitations qui se trouve juste à côté de ces sites qui se développent, ça pose la question de la responsabilité de ces éléments qui sont juste à côté les uns des autres. Qui peut-on accuser? Qui porte cette responsabilité? Parce que, à force de voir vos combats, vous, à l'association Respire, à force de voir le développement qui se continue de ces entreprises, on a envie de dire que, de ce qu'on voit, personne n'est responsable et c'est tant pis pour vous. Il y a 5 sites. Hein. Il y a Solvay, Envirocat qui est tout près du théâtre ici et qui stocke de l'ammonitrate, ce qui a justement provoqué l'explosion à AZF. Hein. C'est très intéressant. Ensuite, on a Envirocat qui est une activité récente, enfin SISP, et ensuite on a SDLP et Picotti. Ça c'est un fait. Effectivement, on ne demande pas que tout ça disparaisse. Mais les sites pétroliers en particulier constituent, en cas d'accident, d'explosion, une vraie bombe qui renouvellera AZF. Alors pourquoi on dit ça? On a eu un exemple, parce qu'on est devenu vraiment, on a fini par quand même se spécialiser par nous-mêmes, puisqu'on n'a eu aucun appui, ni de l'administration de l'Adréal, ni de l'État, ni les collectivités. Des par des paroles renouvelées. On a cherché, avec Nature Environnement 17, avec France Nature Environnement, on s'est formé à toutes ces questions. Donc on a véritablement appris aussi qu'on a eu un cas d'explosion de sites pétroliers à Boonesfield en Angleterre en 2005. Ça avait fait un énorme nuage de fumée qui était venu jusqu'en Europe et qui était allé jusqu'en Allemagne. Ça avait été une vraie catastrophe. Ce qui était intéressant, c'est que et ça ce sont les textes même du ministère de l'équipement de l'époque français, qui est allé enquêter pour tirer des leçons de cette explosion. Les prévisions mathématiques prévoyaient une force de 75 millibars maximum en cas d'explosion. En réalité, et ça c'est dans les documents du ministère de l'équipement de l'époque français, en réalité, l'explosion a représenté 800 millibars. Ce qui veut dire que si vous avez par exemple 15 à 20 millibars, c'est comme si vous aviez un camion de 14 tonnes qui rentre dans votre maison. Imaginez 800 millibars. Déflagration avec les dépôts d'hydrocarbures de La Rochelle. Ce serait, j'espère qu'il n'y aura jamais d'accident. On n'a pas d'éléments qui nous permettraient d'imaginer ce que serait... on a Boonesfield en Angleterre. C'est-à-dire que les prévisions étaient 10 fois moins fortes que la réalité de ce qui s'est passé. Ce sur quoi j'ai vraiment envie de vous amener, c'est qu'on a pu voir tout au long de votre combat aussi que la recherche d'informations était quasiment votre activité principale. Vous avez été obligé de vous porter auprès de la CALA, la commission d'accès aux documents administratifs, pour obtenir les documents nécessaires à la compréhension de tout ce qui entoure ces habitations. La communication, on a vu un hiatus assez incroyable, là ça nous remet dans l'actualité de La Rochelle avec la fuite des cuves qui a eu lieu le 30 janvier dernier, une fuite de 250 000 litres de 195. Par comparaison, ça fait à peu près 7 ou 8 grands camions pleins d'hydrocarbures. Et la première information officielle a été portée au public par le préfet 8 jours plus tard. Vous, le combat pour cette information
il continue. J'aimerais que vous me disiez comment est-ce que vous portez ce combat pour l'information, sachant que vous avez reçu une bonne nouvelle dernièrement, puisque les élus de la ville de La Rochelle, eux aussi ont subi ce manque d'information sur la fuite dans les cuves. Et il y a 2 semaines, ils ont voté au conseil municipal une résolution, je cite, pour la transparence et l'information des populations des zones à risque à l'unanimité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, on peut se faire une virginité, si on peut dire, hein, du point de vue du conseil municipal, parce que l'objectif, c'était quand même d'obtenir le recul des 7 cuves. Et ça n'a pas été obtenu et ça ne le sera pas. Ou ça le sera si nous, on continue en tant que citoyens à mener l'action. Donc de toute façon, depuis le départ, il faut comprendre un peu le contexte. En 2009, on a eu une puanteur d'hydrocarbures sur le quartier qui a duré 4-5 mois. Les mères de famille, les jeunes mères de famille nouvellement installées, se sont inquiétés, et tout le monde s'inquiétait en disant mais pourquoi ça pue autant? On est habitué aux odeurs récurrentes, notamment quand on est proche des cuves. Et on a donc fait une pétition, on l'a envoyée à la préfecture, on l'a envoyée à la mairie de l'époque, pas de réponse. Lettre recommandée, pas de réponse aux industriels, pas de réponse. Donc les mères de famille ont commencé à s'émouvoir, nous aussi, et c'est à partir de là qu'on a décidé de créer l'association Respire. Et au moment où on a décidé de créer l'association Respire, on a découvert que 4 nouvelles cuves allaient être implantées, en plus des 460 000 existantes. Des cuves de 2016, dont celle pour laquelle la fuite a été repérée en janvier. Ces fameuses nouvelles cuves. Et donc, là, on a été choqués, parce que déjà en 2009, moi j'habitais déjà sur le quartier, j'habite à 280 mètres des cuves, on les a vus sortir de terre, les nouvelles cuves picotières en 1989. On a dit, mais ils sont fous, ils rajoutent des cuves encore ici. Mais les cuves sont sorties de terre, on l'a appris lorsqu'on les a vus sortir de terre. Là, cette fois-ci, on l'a appris un peu avant, mais c'était déjà trop tard, puisque déjà la mairie avait laissé courir le permis de construire en 2008. C'était déjà, fin décembre 2008, c'était déjà liquidé. Et en plus, après, en 2010, le permis d'exploitation a été donné par la préfecture. Donc, nous, on est arrivé un peu tard dans le combat. Mais de toute façon, il y a une connivence dans cette... D'abord, il n'y a pas une culture de risque sur notre secteur agro-industriel ou portuaire et sur cette ville et sur cette communauté d'agglomération. La culture du risque, nous, on l'a appris. On a appris ce que ça voulait dire, la culture de risque. Les habitants. Mais c'est nous-mêmes qui l'avons appris. Ce n'est pas la préfecture, ce n'est pas l'État, ce n'est pas la collectivité qui nous a donné l'information. C'est par les stages qu'on a fait, on a appris ce que c'était que la culture du risque. Et de ce point de vue, l'information, c'est nous qui avons dû la donner aux habitants. Il y a eu même une histoire assez drôle. On a demandé à un moment donné, dans une réunion, à l'époque ça s'appelait le CLIC et non pas la commission de suivi de site, à la préfecture, j'ai demandé à ce qu'on informe les populations. Et le président de la commission a dit « c'est à vous de le faire, les associations ». C'était un comble. Aujourd'hui, Céveso 3 oblige les États et les collectivités, etc., à informer les populations du risque industriel. On ne peut pas dire qu'à La Rochelle, ce soit le souci principal, puisque l'exemple de la fuite qu'on vient d'avoir ici... Vous êtes allé la chercher année après année. Oui. Et aujourd'hui, grâce à vos recherches et à ce que vous avez trouvé, vous avez quand même, dans les médias, une résonance assez forte. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Est-ce que vous espérez que cette résonance va se traduire dans les centres de décision, qui ne se passe pas dans les médias, qui se déroule dans les bureaux, là où les décisions sont prises? C'est-à-dire, ma dernière question pour vous, c'est comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce quartier pour les années qui viennent? C'est assez... On ne peut pas trop prévoir, parce qu'il y a une volonté de développement du port, et le nouveau site de la Repentie, on ne sait pas ce qui arrivera dessus. On voit qu'on est quand même, on n'en a pas parlé, mais c'est un sujet de préoccupation sur le secteur, la question des poussières céréalières. 30% de l'activité du commerce du port, c'est les hydrocarbures, 50% c'est les céréales, exportées en général, mais aussi importées, puisqu'il y a des tourteaux qui eux-mêmes produisent des particules fines. Donc pour vous, le port va continuer de se développer, donc le sans port, plus d'attention aux habitants que le PPRT déjà mis en œuvre. Le port a élaboré une charte. Dans cette charte, il est dit qu'il tiendrait compte de la sécurité et de l'intérêt des travailleurs du port et des populations. Et vous vous dites que ce sont des phrases. Ce sont des phrases. Lorsque le port a donné l'autorisation de poursuivre l'exploitation pour 20 ans de SDLP, de stockage d'hydrocarbures, et lorsqu'il l'a donné pour 30 ans, c'est véritablement une gifle qui nous a été donnée pour 30 ans pour Picoty,
et en arguant du fait que Picoty va ajouter de nouvelles cuves sur le secteur portuaire. C'est-à-dire que Picoty va encore accroître son stockage d'essence, alors que c'est une aberration d'avoir un dépôt aussi proche de la palisse, puisque le danger est véritablement très fort. Accroître son activité, et donc en fait la question ultime à vous poser, c'est de vous dire après tout ce que vous avez fait, est-ce que vous envisagez de passer à des actions d'une nature différente? Le problème, c'est qu'on était très démocratique, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi des actions spectaculaires. Enfin, on a occupé les bureaux de Picoty et tout, mais ça c'est pas très puissant. On a toujours choisi le dialogue, même si le dialogue a été très violent, et moi-même tout à l'heure, en employant un terme très fort et choquant en direction des politiques, on n'a pas été tendre, c'est vrai, mais ceci dit, c'est à la dimension de notre colère, parce que nier à ce point l'intérêt des populations, ça atteint une limite. Et en ce sens... J'ai l'impression en tout cas que votre colère va continuer, que votre combat va continuer, même si... on n'a pas le choix. Déjà quelques années derrière. On n'a pas le choix. Et que oui, votre colère continue. Merci Monsieur Bozier. Voilà. Merci Nelson et merci Raymond Bozier. Alors, il faut dire qu'au Théâtre de l'Horizon, on est en plein cœur de la palisse. Est-ce que vous avez déjà senti des effluves d'hydrocarbures par ici même, Axel? Directement, non, on est plus proche du coup des poussières céréalières. Ça, oui, on a déjà eu, mais les odeurs d'hydrocarbures, non. Mais en 2009, en plus, moi j'étais pas là. Donc, Ah bah en plus, comme ça. et dernièrement, ouais. Donc il y a une diffusion, parce que les odeurs, moi j'habite à 280 mètres, je les sens. Mais plus on s'éloigne, moins on les sent. Évidemment, il y a une diffusion. Quoi. Et elles sont niées par les industriels, de toute façon. Pour eux, il n'y a pas d'odeur. Chaque fois qu'on les interpelle, il n'y a pas d'odeur. Et puis d'ailleurs, l'ami Seb a fait un dessin sur Sud-Ouest qui est pas mal du tout, qu'on va regarder d'ailleurs. Raymond Bozier, vous êtes plus dessin? Dessin éminemment pertinent. S'il y avait à mettre une note, je mettrais 10 sur 10, parce que c'est exactement la problématique qui est posée, c'est-à-dire la sous-information des populations, et là, ça tape juste, absolument juste. Voilà, donc vous pouvez retrouver l'ami Seb chaque semaine dans Sud-Ouest, et puis vous pouvez retrouver toutes les informations de l'association Respire. Vous tapez Respire à La Rochelle sur Google et vous tombez directement dessus, vous avez toutes les informations. Et voilà, la troisième du caboteur, c'est terminé. Merci Axel de nous avoir si bien reçus. Merci à vous. Et plein de beaux projets. Merci Raymond Bozier d'avoir participé à cette émission. C'était très sympathique. Merci Nelson. Merci l'ami Seb que l'on va retrouver chaque semaine, notamment dans Sud-Ouest. Je vous dis que le caboteur sera à la fête de la Saint-Jean, à Villeneuve-les-Salines. Je crois que c'est le 17 juin. Voilà. Et puis merci aux équipes du caboteur. Et puis merci à Anne-Marie Crespi pour cette belle chronique sur la